J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Comment faire face à la modernité ou plutôt à l'hypermodernité actuelle ? C'est ce qu'essaye de répondre ce livre, La tradition sans complexe, abécédaire et texte de l'antimodernité aux éditions La Nouvelle Librairie, écrit par Arnaud Guyot-Janin, qui a été avec nous ce matin. Bonjour Arnaud Guyot-Janin. Bonjour. Alors je rappelle, vous écrivez chez Boulevard Voltaire pour la revue Éléments, vous êtes patron de l'émission... Boulevard Voltaire. Plus à Boulevard Voltaire, alors juste non, précise quand même. À la revue Éléments, patron d'émission sur notre Radio Courtoisie, le Libre Journal d'Arnaud Guyot-Janin. Le prochain, c'est le 27 décembre à 18h. Oui. Vous serez là, parce que beaucoup de gens ne sont pas là pendant les vacances, mais vous êtes là en studio à 18h, le 27 décembre. Et vous êtes l'auteur d'ouvrages L'avant-garde de la tradition dans la culture, et puis La tradition sans complexe aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors vous êtes aussi petite question rapide sur la question israélo-palestinienne, parce que vous êtes très concerné notamment par ce conflit. Il y a eu une trêve de 7 jours, elle s'est achevée, les combats ont repris, l'armée israélienne a confirmé la mort notamment de 5 otages. Vous êtes très attaché à la question palestinienne notamment. Comment va évoluer le conflit selon vous dans les prochaines semaines qui vont venir ? Cette trêve finalement, c'était juste une parenthèse ? Alors j'espère que la trêve va se poursuivre, même si je crains qu'elle ne soit ponctuelle et qu'elle ne puisse pas encore se prolonger. Je suis attaché à la cause des peuples, à tous les peuples. Donc je suis évidemment contre l'impérialisme israélien et favorable à la cause palestinienne. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut espérer que des gens comme Villepin, comme Hubert Védrine, comme Jean-Pierre Chevènement soient écoutés et qu'on ait un cessez-le-feu qui se manifeste bientôt mais effectivement pour l'instant on a des raisons d'être pessimistes, notamment sur la solution que requerrait ce conflit à travers 2 États séparés, autonomes, Israël et la Palestine, qu'on l'appelle d'ailleurs avec un autre nom, supervisé par l'ONU, ce qui sera évidemment la solution la moins utopique et la moins mauvaise. Alors justement, donc ça c'est sur cette question israélo-palestinienne. Alors on va parler de choses complètement différentes, notamment de ce livre, enfin La tradition sans complexe aux éditions de La Nouvelle Librairie. Votre ouvrage sorti en 2000, c'était L'avant-garde de la tradition dans la culture. Donc la question de la tradition est très importante pour vous. Pourquoi ? Tradition renvoie étymologiquement en latin à tradere, transmission. Transmission de l'héritage des ancêtres. Nous sommes avant tout des débiteurs avant d'être des créanciers. Tradition ethno-culturelle, tradition des peuples, de l'enracinement. Tradition catholique, évidemment, en ce qui me concerne, c'est-à-dire une christologie, une défense du Christ qui était divino-humain. Une tradition contre-révolutionnaire dans l'opposition à 1789, à la Révolution française, illustrée par des penseurs comme Donoso Cortés, Louis de Bonald ou Joseph de Maistre. Et puis une tradition un peu plus complexe qui est la tradition guénonienne, qui renvoie au penseur traditionnaliste René Guénon, même si la tradition primordiale qui est au centre de son œuvre me paraît très discutable. Alors justement, vous parlez aussi de la modernité, vous êtes assez critique sur la modernité, vous dénoncez ce que vous appelez l'hypermodernité. Alors qu'est-ce que c'est l'hypermodernité ? La modernité se caractérisait par la sécularisation et la laïcisation du christianisme, au moment de la Renaissance, disons, puis de la Réforme, puis de la Révolution, alors là qui a été carrément la table rase des corporations, des identités culturelles, de la volonté de se battre contre le christianisme, couper la tête du roi, enfin bref, ça a été la table rase, et il a fallu essayer de reconstruire derrière,
Alors, la tradition peut être un vecteur de réappropriation de soi, une défense des autres aussi, parce qu'il est vrai que l'affirmation de soi ne va pas nécessairement avec la négation de l'autre. L'autre en tant que différent de l'autre réellement, et non pas de l'autre refoulé qui serait le même, c'est-à-dire cette uniformisation, cette standardisation, l'homogénéisation de toute la planète, et notamment de la France et de l'Europe, sous l'égide du grand marché mondial. La perte de l'enracinement, la perte de la tradition. Alors vous parlez aussi de transhumanisme, qui serait une conséquence de l'hypermodernité, et puis de l'emprise totalitaire, l'État, le marché de la technique et de la science sur nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, on a troqué la tradition contre du transhumanisme, et puis il n'y a plus de famille, il n'y a plus de nation, mais par contre l'État et le marché dominent aujourd'hui nos contemporains. Les grands schémas traditionnels, si j'ose dire, historiques, qui balisent la modernité, sont à trouver dans des doctrines comme le marxisme, le racisme au XXe siècle, qui ont été des impérialismes destructeurs, aussi bien sur le plan ethnoculturel qu'humain, tout simplement. Et l'hypermodernité qui lui succède depuis quelques dizaines d'années, c'est tout simplement l'arasement de toutes les idéologies, de toutes les doctrines, au profit non plus d'une narrativité, d'un discours sur la modernité, mais sur l'hypermodernité, c'est-à-dire l'efficience de la technique, de la science, de ce qui peut éradiquer la tradition, justement. Alors justement, donc, qui peut éradiquer la tradition, mais vous, face à cette hypermodernité destructive, vous proposez quelque chose, une alternative qui peut paraître être un oxymore, c'est la tradition révolutionnaire. Alors qu'est-ce que c'est être traditionnaliste et révolutionnaire ? On comprend bien que pour nos auditeurs, parfois, Arnaud Guyot-Janin, ça peut être difficile à comprendre. Oui, alors c'est un paradoxe, mais de la même façon que tradition renvoie à tradere, révolution renvoie à revolvere, c'est-à-dire à révolution, et c'est la révolution dans un sens traditionnel, non pas au sens moderne du terme, c'est-à-dire celui de la Révolution française. La contre-révolution au XIXe siècle qui s'oppose aux idéaux de 1789, d'une certaine façon et paradoxalement, est révolutionnaire, puisqu'elle s'oppose à la révolution d'une manière révolutionnaire. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, pour essayer de trouver une amorce de redressement national et européen, il me semble que la tradition et la révolution vont de pair contre cette cosmopolitisme, ce mondialisme d'un côté, et contre le jacobinisme, l'étatisme centralisateur de l'autre. Et justement, vous dites revolvere, revenir au point d'origine. Revenir au point d'origine, exactement. C'est important, notamment ce terme de révolution, comme il a été tellement brocardé par la gauche, on se dit, il ne peut plus nous appartenir, mais finalement, il faut aussi, parfois, nous aussi, revenir au point d'origine. Alors revenir au point d'origine, ça peut être discuté, parce qu'on peut ne pas bien définir ce que ça veut dire. Le point d'origine, c'est tout simplement la création. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, justement, dans ce livre, vous parlez de perpétuer la religion, l'identité, la culture, et donc, il y a cette notion dans la tradition de transmission qui est très importante. En fait, c'est pourquoi c'est important, cette transmission. Parce que pour être soi-même, il faut savoir d'où l'on vient, où l'on est et où on va. Et l'être, la tradition de l'être qui s'oppose à l'avoir, à la possession matérielle, à l'utilitarisme financier, à l'axiomatique de l'intérêt. Cette tradition défendue becs et ongles par un Gustave Thibon, on en parlait juste avant le début de l'émission, justement, et d'autres penseurs qui ont bien montré le visage hideux et totalitaire de la modernité. Maintenant, il y a aujourd'hui l'hypermodernité, c'est-à-dire non plus, encore une fois, la narrativité de schémas idéologiques, doctrinaux, délétères, pathogènes, mais une volonté hypermoderne d'hypertrophier, finalement, les grosses structures traditionnelles qu'étaient la famille, le métier manuel, la religion, la paroisse, la culture, etc., etc. Alors, dans votre livre, il y a cette dimension, la dimension spirituelle, qui est très importante dans la tradition et la transmission. Et ce qui est très important aussi dans ce que vous appelez la tradition révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui, la modernité s'oppose au christianisme. Oui, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la sécularisation et la laïcisation du christianisme a engendré d'une certaine façon la modernité, qui s'est
engendré ou qui a été engendré paroxystiquement par la Révolution, par le capitalisme industriel au XIXe siècle, par cette modernité totalitaire qui existait au sein du national-socialisme, du communisme et maintenant du capitalisme, c'est-à-dire de totalitarisme de la marchandise, de fétichisme de la marchandise, pour reprendre l'expression de Karl Marx. Ça ne doit pas faire peur d'ailleurs aux auditeurs, parce que la critique de l'accumulation et de la suraccumulation du capital et du profit et la critique de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est Marx. Et il me semble qu'un homme de droite traditionnaliste, enraciné, peut contester les solutions de Marx, ce capitalisme en se référant à Marx, à condition de le dépasser par un autre socialiste français, puisque Marx était allemand, un socialiste français qui s'appelle Proudhon et auquel j'accorde un chapitre dans ce livre. Alors justement, Proudhon, je voulais vous en parler parce que Proudhon, pour vous, est la synthèse parfaite de ce traditionnalisme révolutionnaire. Enfin, en tout cas, Proudhon prône un socialisme français qui vous plaît. Oui, parce que le socialisme de Proudhon est un socialisme enraciné, un socialisme français, un socialisme populaire, communautaire, qui n'est ni étatiste et centralisateur, ni d'obédience communiste ou autre, mais qui se réfère finalement par certains côtés à une certaine contre-révolution. Il faut savoir que Proudhon était un lecteur de Joseph de Maistre, que Donoso Cortés s'est réclamé de Proudhon, qu'au début du XXe siècle, l'Action française a fondé les Cahiers du Cercle Proudhon. Donc, on peut défendre le proudhonisme et un traditionnalisme catholique contre-révolutionnaire, ethnoculturel et guénonien, contre cette même modernité que certains abhorrent, mais qui n'osent plus dire leur nom parce que tradition est devenue synonyme de passéisme, de nostalgie, et que c'est évidemment incapacitant. Ce qu'il faut, c'est défendre le passé dans le présent dans l'avenir, et défendre tous les modes d'être contre les puissances de l'avoir. Alors justement, oui, ça, c'est très Gustave Thibon, notamment ce que vous venez de dire. Alors on en a parlé justement, et vous faites le portrait de plusieurs auteurs. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de tous les aborder, mais il y a plusieurs auteurs, Denis de Rougemont, donc Gustave Thibon, Pierre-Joseph Proudhon, Pierre Drieux-La Rochelle, Georges Bernanos, Paul Ceran, tout ça, notamment, on va peut-être se pencher, je vous propose, sur Gustave Thibon, particulièrement, qui lui a défendu cette tradition plus que tout, qui pour lui c'était très important, cette tradition et cette transmission, notamment cette dimension spirituelle. Oui, parce qu'il défendait à la fois le paganisme, la sève païenne, la vigueur du monde antique, en séparant d'ailleurs le bon grain de l'ivraie, parce que tout n'était pas bon, évidemment, avant le christianisme, même pendant le christianisme, et encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que si on croit au péché originel et à la chute adamique, on croit aussi que l'homme n'est pas forcément bon, n'est pas forcément mauvais, et que c'est son libre arbitre qui peut disposer de sa liberté d'agir. Gustave Thibon a été effectivement l'un des penseurs, avec Simone Weil, la philosophe, qui justement était à la fois traditionnaliste et révolutionnaire. Traditionnaliste parce que révolutionnaire parce que traditionnaliste. Et là, je fais juste une petite parenthèse concernant Proudhon. Proudhon et certains auteurs qui figurent dans le livre, comme Pierre Drieux-La Rochelle, par exemple, ou Denis de Rougemont à certains égards, ne sont pas des penseurs de la tradition, mais poursuivent la réflexion d'un certain traditionnalisme. Au lieu que Bernanos, par exemple, Paul Ceran et d'autres, eux, sont vraiment des penseurs traditionnalistes. Alors, on vous invite évidemment à lire tous ces auteurs, Gustave Thibon, Pierre-Joseph Proudhon, et puis Georges Bernanos et autres, et puis à lire ce dernier livre d'Arnaud Guyot-Janin, je rappelle, La tradition sans complexe, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous, Arnaud Guyot-Janin. Merci. Je rappelle donc que vous êtes auteur dans la revue Éléments, et puis vous êtes patron d'émission sur Radio Courtoisie. Votre prochaine émission, c'est le 27 décembre à 18h. Merci. Merci à vous.